Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce dimanche au paludisme, une pathologie qui continue de tuer un nombre considérable de personnes, dont une majorité d'enfants, malgré les actions de lutte. Reportage tout à l'heure. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire au Mali, le dernier convoi de la MINUSMA a quitté Tessalit. Il n'y a plus de casque bleu sur place. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. « 7 millions de personnes ont contracté le paludisme en 2022 en Côte d'Ivoire. 400 000 ont viré à l'état grave et 1240 en sont mortes. Leurs organes vitaux ont été touchés par cette pathologie transmise par l'anophèle. Tous les jours, dans les hôpitaux, 30 personnes sur 100 sont déclarées atteintes de cette maladie. Du paludisme simple au paludisme grave, il n'y a qu'un pas. Un dossier signé Bintou Pekele et Gilles Tonnier. Une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Grace a 25 ans et continue de jouer avec ses doudous. C'est Mité, Mimi, le blanc et puis le rouge. Il a Mité, il a Mimi, il a le rouge. Grace est restée une enfant après un paludisme grave, la forme convulsive, le neuropaludisme. Son cerveau en a été touché. Elle avait 1 an et demi. Après ça, ça lui a laissé des séquelles. C'est-à-dire que quand sa température dépasse 37, ça tend vers 38 là, même si elle commence à convulser, même si elle marche, elle peut convulser et puis elle tombe. Le neuropaludisme a troublé la croissance cérébrale de la jeune fille. Elle a d'abord perdu l'usage de la parole, puis elle a développé des troubles comportementaux. Donc c'est à l'âge de 3 ans qu'elle a commencé à parler un peu. Quand elle a eu 6 ans, on l'a inscrite à l'école. Le premier jour de la rentrée même, l'après-midi, la maîtresse s'est absentée un peu. Grace a profité de cet instant-là pour sortir de la classe. L'école s'est ainsi arrêtée pour Grace. 24 ans après, elle n'est toujours pas autonome. Il y a 5 ans, le père de Grace est décédé. Pour s'occuper de sa fille, sa mère a quitté son emploi. Depuis, elles vivent de l'aide de bonne volonté. Le paludisme continue son ravage chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi la prise en charge dans les hôpitaux de référence est urgente. Au CHR d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, cet enfant est admis aux urgences pédiatriques. Et il souffre, lui aussi, d'un paludisme grave, forme convulsive. On a calmé les convulsions. L'enfant est venu avec une hyperglycémie, donc on est en train de le réhydrater pour faire descendre un peu le taux de glycémie dans l'organisme. On a déjà lancé un bilan. Le bilan va nous permettre de poursuivre maintenant le reste de la prise en charge. Parce que ces conditions peuvent avoir au moins un retentissement neurologique, donc il faut forcément intervenir rapidement. Ça peut aller dans un état comateux, ça arrive fréquemment aussi. Les parents lui ont dispensé un antipaludique en automédication. Il a fait la fièvre la semaine dernière. On lui a donné quelques médicaments. Il est allé jouer avec sa sœur et il est tombé. Nous l'avons retrouvé évanoui, les yeux ouverts et tout blanc. C'est mon petit-fils. Je suis vraiment troublée et j'ai peur. Le sort du garçon est entre les mains de Dieu et des médecins. Le paludisme simple, maltraité, peut virer au paludisme grave, associé à d'autres pathologies touchant les organes vitaux. Il y a le paludisme forme neurologique, paludisme forme hypoglycémique et paludisme aussi forme anémique. Il peut y avoir aussi au niveau de l'ictère et consorts. Quand ils viennent, ils se retrouvent dans un mauvais état général. Et une fois stabilisés, certains enfants sont libérés. D'autres sont admis en hospitalisation pédiatrique pour encore quelques jours. Selon ce qui a été fait aux urgences, nous réadaptons le traitement et nous poursuivons la prise en charge. Cette prise en charge peut aller d'une transfusion sanguine, à l'instauration d'un traitement antipaludien, à faire baisser la fièvre. Elle peut aussi aller à arrêter les convulsions que cet enfant présente. Chez ces patients, 15 signes cliniques signalent un paludisme grave. Avec un traitement adapté à leur cas, ils pourront en guérir.
Mais la tâche n'est pas toujours facile chez des patients comme cet enfant. C'est un enfant qui a déjà bénéficié d'une transfusion, qui présente ce matin encore un palais au niveau des conjonctives. S'il se trouve que le taux d'hémoglobine est encore bas et qu'il présente, ou bien s'il présente aussi des signes de compensation, on sera encore amené à le transfuser. La prise en charge rapide a permis de sauver le fils de Bernadette. Après une fièvre, il s'est retrouvé dans un état de détresse respiratoire. On arrive à voir ça, maintenant ils sont placés des sangs. Maintenant pour finir, ils sont placés des sucrums encore. Maintenant on voit que l'épiration ne vient pas trop. Maintenant là ils sont placés des machines. Mais maintenant là ça va un peu. Le paludisme continue de tuer. Depuis 40 ans, la lutte contre cette pathologie est la bataille du professeur Bissanyene. Il étudie, traite et enseigne sur la gravité du paludisme. Il connaît cette maladie sur le bout des doigts. Le parasite va se répandre dans tout l'organisme, dans les veines et les artères, des organes nobles. Tout ce que vous voyez qui est rond, c'est les hématies saines. Elles ne sont pas parasitées. Ce qui est étoilé là, c'est les hématies parasitées. Toutes ces hématies vont s'agglutiner les unes aux autres. Donc obstruer totalement la voie où circule le sang pour aller aux organes. Le cerveau, les poumons, le rein, la rate. Par conséquent, il y a une absence d'apport d'oxygène au niveau des organes. Il y a également une agglomération des hématies dans la lumière des vaisseaux. Mais il y a également des substances qui sont sécrétées. Tous les organes vont souffrir, d'où la mort et les conséquences graves qu'on observe dans le paludisme grave. Médecin à la retraite, professeur Bissanyene prête main forte au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, pour réduire la morbidité et la mortalité. En 2022, 7 millions de personnes ont contracté le paludisme en Côte d'Ivoire. Et dans ces 7 millions de personnes, nous avons eu à peu près 400 000 cas de paludisme grave. Nous avons perdu malheureusement 1240 personnes. En matière de prévention, on étudie ce qu'on appelle la moustiquaire, la campagne des masses. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle la détection de moustiquaires en routine. Là, qui est bien spécifique aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans. On conseille les populations à rendre propre leur environnement. Le PNLP intervient aussi dans la prise en charge des patients avec plus de 12 000 ASC, agents de santé communautaires, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là où vous vous trouvez, vous êtes capable d'être pris en charge parce que l'État de Côte d'Ivoire paye les médicaments avec ses partenaires qui sont le Fonds mondial de PMI, dont l'État de Côte d'Ivoire paye ça, et ces médicaments-là sont mis à la disposition de la population. Le diagnostic, le traitement, les moustiquaires, tout ça est donné gratuitement. Mais il n'est pas gratuit au privé. Mais le moustique, l'anophèle, élément déclencheur du paludisme, est toujours présent. De nouvelles méthodes de lutte sont utilisées, comme ce drone piloté par des agents du PNLP. Objectif, pulvériser et tuer les moustiques. Le drone a un réservoir de 17 litres. Nous avons un produit pour pouvoir tuer tout ce qui est larves et œufs de moustiques. On mélange ce produit et on l'insère dans notre drone. À partir du drone, nous arrivons à avoir accès à des zones inaccessibles. Donc avec ces 17 litres, nous arrivons à couvrir 1,7 hectares. Donc il faut passer 2 à 3 fois en fonction des différents gîtes que nous avons. Et la lutte doit continuer dans les ménages pour traquer les moustiques dans leur dernier retranchement. Voilà l'eau, voilà bananier, voilà champ de manioc, voilà cacao, tout ça là, ça donne moustique. Après le passage, je pense que nous allons travailler en sorte que vraiment les gens soient propres et sains pour nos enfants. Le protocole de prévention et de prise en charge est fait, selon l'OMS, pour réduire de 90% les cas de paludisme et de décès d'ici à 2030. Le paludisme se trouve à un niveau de transmission haute. Si on compare la Côte d'Ivoire au reste des pays au niveau africain, la Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès. Le taux de décès a fortement diminué en Côte d'Ivoire. Là où il faut renforcer, c'est la sensibilisation de la population pour se prémunir contre les piqûres de moustiques. Des confirmations du paludisme chez un sujet, l'OMS recommande sa prise en charge précoce afin de protéger les organes nobles et éviter les séquelles irréversibles
du paludisme grave. Si on arrive au paludisme grave, ça veut dire qu'on n'a pas respecté les mesures de prévention. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter la mort. Il ne faut pas que les personnes décèdent. Le bébé qui convulse est un bébé qui perd les cellules au niveau de son cerveau. Et quand les cellules cérébrales meurent, c'est irréversible. Toute forte fièvre chez un enfant de moins de 5 ans, il faut immédiatement faire baisser la fièvre. Prenez une serviette, prenez un drap, vous mouillez, vous enveloppez l'enfant. La fièvre va baisser et vous l'amenez maintenant à l'hôpital. En clair, il ne faut pas négliger cette maladie. Tout paludisme maltraité conduit vers une affection grave, voire mortelle, dans les 24 heures qui suivent. Dans le monde, 247 millions de cas de paludisme avec 619 000 décès ont été enregistrés en 2021, contre plus de 227 000 en 2020. L'Organisation mondiale de la santé a autorisé le 2 octobre dernier un deuxième vaccin, sûr et efficace contre le paludisme pour les enfants, vaccin auquel la Côte d'Ivoire a souscrit pour renforcer la lutte. À partir de 2024, les premières doses seront administrées au sujet des zones à forte transmission. En attendant, Grace développe depuis quelques mois une phobie des escaliers et ne sort plus de la maison. Elle essaie tout de même de s'adapter à la vie. Sa mère, à la recherche de solutions, participe aux conférences et événements pour mieux la comprendre et gérer les conséquences post-paludisme. Un dossier qui rappelle une fois de plus que les autorités doivent poursuivre les investissements dans la prévention et la lutte contre le paludisme qui endeuille des familles chaque jour en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent aux bègues, ces personnes qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle à cause de leur handicap. Ils sont parfois sujets de moqueries et de rejets. Pour sensibiliser les populations sur leur situation, chaque 22 octobre a été déclarée Journée mondiale du bégaiement. Clarisse Kanyala. À 42 ans, Julien, un bègue, vit chez sa sœur cadette à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Malgré son diplôme de brevet de technicien supérieur, BTS, obtenu depuis 2006 en communication, toutes ses tentatives d'insertion professionnelle sont restées vaines. À cause de l'handicap, c'est vraiment difficile. Même quand on reçut les différentes étapes au niveau d'un test de recrutement, mais et au finish, et on est toujours recalé. Bègue depuis sa naissance, Julien a été victime de plusieurs moqueries. Mais avec l'âge, ce handicap a fini par s'atténuer. On est sujet à beaucoup de rejets, à beaucoup de moqueries. Voilà, donc c'est cela le plus difficile en fait. Et à l'école déjà c'était difficile. Et après l'insertion au niveau professionnel, là encore c'est en fait un casse-tête encore. Dans l'espoir d'un avenir meilleur, Julien se débrouille en tant qu'intermittent des spectacles par occasion. Catherine, sa sœur cadette, avec qui il vit depuis plus de 10 ans, ne cesse de l'encourager au quotidien. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu un emploi. Et comme nous autres ici, on se débrouille petit à petit, donc on a préféré vivre ensemble et puis s'entraider jusqu'à ce que Dieu puisse permettre qu'il trouve de quoi faire. Et je lui dis chaque jour de garder espoir, d'avoir toujours la foi, parce que Dieu permet toutes choses en son temps. Et si jusqu'à présent, la vie ne lui a pas encore souri, c'est vrai que d'une part, il y a son handicap, mais aussi tout est volonté de Dieu. Le bégaiement, selon les orthophonistes, ne se guérit pas, mais peut être corrigé. Sur 10 enfants bègues qui vont à l'école, 7 abandonnent l'école, seuls 3 arrivent à terme. Lorsque la prise en charge du bégaiement est précoce, l'enfant a également la chance de retrouver 90% de la fluidité de la parole, ce qui va lui permettre de continuer son cursus scolaire et un jour devenir quelqu'un. Par contre, lorsque la prise en charge est tardive, nous avons eu la chance, au terme de notre cursus scolaire, d'être insérés. Mais beaucoup n'ont pas eu la chance d'être insérés. 1% de la population souffre du bégaiement dans le monde. Selon une étude réalisée par la Fédération nationale des organisations des bègues de Côte d'Ivoire, 18,75% des élèves sont bègues. Chaque 22 octobre a donc été déclarée Journée mondiale du bégaiement pour sensibiliser les populations sur ce handicap.
Et puis les autorités ivoiriennes ont pris leurs responsabilités face à l'ampleur de la drogue Kadhafi. Depuis le 2 octobre dernier, un décret ministériel interdit toute importation de boissons énergisantes et alcoolisées. Environ un mois après, quelle est donc la situation sur le terrain? Cette mesure est-elle respectée? Notre reporter Clarisse Kanyala nous donne des éléments de réponse à travers ce constat commenté par Clément Boko. Depuis le 2 octobre dernier, un arrêté ministériel interdit l'importation de toutes boissons énergisantes et alcoolisées en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les stocks antérieurs sont en vente libre, comme c'est le cas ici à Adjamé Liberté. Si on dit qu'il ne faut pas que je vende là, ça ne va pas m'arranger. Ah, c'est ça que je prends pour nourrir ma famille, pour payer maison, tout ça là. Je peux m'asseoir ici jusqu'à 22h, pour moi ça sort un peu. Pour doubler, pour payer ma maison, pour payer l'école de mes enfants. Puis je mange un peu pour payer mes médicaments. Gauthier vit de ce commerce depuis une dizaine d'années. Cette activité est même devenue l'unique source de revenus de sa famille. La pérennité de son business est en jeu avec cette mesure conservatoire du gouvernement. C'est ma maman qui vend ici. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans, maintenant qu'elle est partie, elle a donné ça à son petit frère. Son petit frère aussi, il est là. Maintenant, moi, je suis venu l'aider. Si l'État décide d'interdire, on ne sait pas comment faire. Certains chauffeurs de mini-cars, communément appelés Gbaka, et leurs apprentis tombés dans l'addiction de ces substances ne semblent pas être inquiets par cette mesure. Boisson, alcool, comprimé, on va tout arrêter. C'est pas bon. Puis c'est de conneries. Donc ça fait que même là, les apprentis, quand ils prennent à ce moment-là, et qu'on a parlé des trucs bizarres, qu'il y a les patrons, qu'il y a les clients, en temps normal, c'est même pas joli à voir même. Et ils auraient sublimé même. Les femmes même se cachent pour vendre, c'est pas bon. Ils auraient arrêté même. Bien conscients de cette réalité, de nombreux commerçants se disent prêts pour une reconversion. 2 jours là, à cause de la situation du pays, donc les gars disent pour vendre les sachets, les voris, c'est interdit. Mais nous aussi on est là, c'est cassé un peu, mais sinon, dans 2 jours là, il a coupé tout. Quand je vais arrêter, j'ai commencé à vendre les chargeurs, les prothèses, tout ça là. Ces dernières années, la consommation de boissons énergisantes et alcoolisées et d'autres substances addictogènes a pris des proportions inquiétantes. Cette mesure conservatoire est un pas qui vise à freiner le fléau afin de préserver des vies humaines. Parlons autonomisation de la femme dans cette édition. La Guinée a enfin une cellule du compendium de compétences féminines. La ministre Euphrasie Yao s'est rendue récemment à Conakry, la capitale du pays, pour y installer officiellement les membres locaux. Des précisions avec Clément Boko. La ministre Euphrasie Kwasi Yao à Conakry, en République de Guinée, pour le lancement officiel du compendium des compétences féminines de ce pays. Au Palais du Peuple, où s'est tenue la cérémonie, la conseillère spéciale à la primature a partagé l'expérience ivoirienne devant les plus hautes autorités de Guinée. J'ai vu l'engagement d'un pays qui a envie de réduire les inégalités sociales, éducatives, santé, inégalités économiques, politiques et même culturelles entre les hommes et les femmes. Donc un pays qui a envie d'aller au développement en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes. Et la Guinée est en transition. Et je pense que c'est le meilleur moment pour que ce pays soit porté à un haut niveau avec ses ressources humaines, hommes et femmes. Le compendium des compétences féminines de Guinée, ainsi lancé, va permettre de valoriser l'effort des femmes et donner à ces dernières une meilleure visibilité dans les sphères de décision, selon la première dame de Guinée qui a lancé le programme. Comme annoncé en titre, le désengagement de la mission de l'ONU au Mali se poursuit sur le terrain dans le nord-est du pays, dans la région de Kidal. Le dernier convoi terrestre de la MINUSMA a quitté la localité de Tessalites. Il y a désormais plus de casques bleus sur place. Hors du continent, en France, 15 000 personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza, à l'appel d'un collectif réunissant notamment des organisations marquées à gauche. Face à l'ampleur prise par ce rassemblement, la police a fermé les routes autour de la place de la République alors qu'elles devaient rester ouvertes. De nombreuses familles sont venues dénoncer les massacres commis par l'État hébreu dans l'enclave palestinienne.
Enfin, en Argentine, des électeurs résignés votent ce dimanche pour élire leur prochain président pour un mandat de 4 ans, assommé par une inflation à 138% et désabusé par leurs politiciens. Les Argentins étaient dans les bureaux de vote pour le premier tour de la présidentielle. Crédité de 35% des intentions, l'ultralibéral Javier Milei dévance Sergio Massa, actuel ministre de l'économie, et Patricia Bullrich, ex-ministre de la Sécurité, dans les sondages. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.